Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches matins, nous sommes ensemble pour le café du dimanche pour discuter des trends macroéconomiques, des actualités boursières de la semaine passée et faire nos projections pour les semaines à venir. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. S'il vous plaît, des likes, je rappelle toujours que c'est super important pour le développement de cette chaîne gratuite et pour ceux qui veulent aider plus, vous avez un lien PayPal, vous pouvez faire une petite donation. Donc, le plan de cette vidéo est suivant. Donc d'abord, évidemment, nous allons regarder notre tableau de bord. Nous allons faire un tour de ce qui s'est passé sur des indices principaux que moi j'ai sélectionnés comme des indices principaux pour évaluer la situation macroéconomique globale. Deuxième point, je vais vous parler de mes idées, quand est-ce que la crise boursière arrive. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait pas mal d'investigations et j'ai essayé de modéliser quelles sont la séquence des événements qu'on peut avoir pour cette année. Vous savez mon timeline, je vais devoir probablement l'ajuster prochainement parce que j'ai un petit peu changé d'avis sur certains points. Et ensuite, on va parler également aussi des cryptos, donc même si ce n'est pas vraiment le sujet principal de cette chaîne, mais vu la popularité de ce sujet sur la chaîne Telegram que j'ai créée récemment et qui se développe toujours, je vous invite à vous inscrire. D'ailleurs, c'est dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien. Et donc, je pense que vu que ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers, sur le marché des cryptos surtout, c'est un sujet quasi inévitable, même je ne suis pas expert dedans, donc je ne prétends pas. Voilà, et ensuite nous allons aussi regarder quelques points techniques sur des indices principaux et sur des actifs que moi je suis régulièrement. Donc j'espère que ça va être intéressant. Je vous rappelle que pour ceux qui ne sont pas intéressés par tel ou tel sujet, vous avez une table des matières dans la description de cette vidéo où vous pouvez passer sur un sujet qui vous intéresse plus. Donc c'est parti pour le tableau de bord. En fait, traditionnellement, on commence par le tableau de bord de l'économie, comme je l'appelle. Les indices boursiers, encore une fois, ils ont rajouté 1,5% pour les indices principaux des États-Unis. Donc encore une fois, nous sommes toujours dans cette bulle interminable, bulle haussière. Donc après, je sais pas, certains trouvent que c'est pas une bulle, mais bon, bref. En tout cas, de point de vue technique, c'est clairement une bulle. Donc mais les investisseurs, ils commencent à montrer quand même des signes d'essoufflement. En fait, les marchés surtout, ils commencent à montrer des signes d'essoufflement parce que tout le monde sait que les marchés sont très chers, tout le monde sait qu'on ne peut pas monter sans correction, et donc une moindre baisse, souvent elle est un petit peu prise de manière un petit peu hystérique, donc du coup les gens ne savent pas trop quoi faire, ça augmente la volatilité, donc on peut le voir sur l'indice VIX. Après l'index VIX, elle est passée de 40 avant, après il fait les yo-yo dans tous les sens parce qu'effectivement les investisseurs savent pas trop quoi faire. Tout le monde sait que c'est cher, mais par contre ça continue à monter. D'un côté, on veut pas rater le train, de l'autre côté, on veut pas être à fond dans comme on dit, all-in sur le marché quand la correction se déclenchera et qui peut être très très puissante. Donc du coup, effectivement, on voit déjà une certaine inquiétude sur les marchés financiers parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on peut encore monter. Et c'est le cas sur pas mal d'actifs, donc notamment sur le Bitcoin, dont on va parler encore un petit peu dans cette vidéo. Mais dans tous les cas, on a suivi la même tendance qu'on a entamée la semaine dernière. Donc je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, nous avons fait une baisse, en fait, quand même assez forte baisse, donc de plus de 3%. Et ça nous a permis de corriger un petit peu les indicateurs techniques style RSI. Et cette micro-baisse s'est fait racheter immédiatement. Donc la semaine dernière, c'était la semaine de forte hausse. Et encore cette semaine, elle a confirmé encore une fois cette hausse. Je vous disais en fait pendant tous les dimanches, je vous répète que je ne vois pas vraiment des indicateurs de baisse. Mais en tout cas, les marchés sont tellement chers que déjà que ça peut être une raison d'une correction. Mais pour que la correction se déclenche, il faut qu'il y ait des arguments. Il faut que quelque chose se passe, il faut qu'il y ait un événement déclencheur. Et cet événement déclencheur n'arrive toujours pas. On sait qu'il y a les stimulus, on sait que les statistiques ne sont pas très mauvais qui sortent. Donc le Covid, ça n'a pas l'air trop inquiéter les marchés financiers parce que maintenant, c'est plus vraiment le risque pour les marchés parce qu'ils savent comment de toute façon les autorités vont agir. Donc du coup, Covid égale stimulus,
Covid égale l'augmentation des programmes de quantitative easing, des assouplissements monétaires. Et pour les marchés, c'est très 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 positif et c'est très mauvais évidemment pour l'économie réelle. Donc du coup, les marchés sont en pleine santé, tandis que l'économie réelle, on ne sait pas dans quel état elle est. Voilà. Ensuite, nous regardons l'euro-dollar, donc il a terminé la semaine bon, avec peu de changements, donc il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. L'indice 10 ans US, donc là j'ai parlé beaucoup de marché des taux de la dette la semaine dernière. Dans notre café du dimanche la semaine dernière, j'ai expliqué le fonctionnement de marché des taux pour vraiment de manière très 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 globale. Et aujourd'hui, ça sera le sujet, presque quelque part la suite de cette discussion où je vais vous parler justement quand est-ce que moi j'attends probablement une crise. Donc là, je vais pas, je vais utiliser ce mot un petit peu plus, un peu pour qui est souvent utilisé pour attacher, pour créer beaucoup de vues sur YouTube, mais en tout cas, probablement on va vivre la crise et probablement ça sera cette année. Je vais vous tout détailler dans cette vidéo, mais ça sera le sujet pour un petit peu plus tard. Donc il y a la suite de hausse du pétrole que moi j'arrive pas à expliquer, donc ça c'est quelque chose quand même assez impressionnant parce que l'économie elle était remise à plat, donc maintenant on sait pas trop comment on va redémarrer, donc il y a très très peu de certitude de qu'est-ce qui va se passer après l'ouverture des économies, l'ouverture totale des économies. On est encore loin, on est toujours, il y a certains pays qui sont en confinement, d'autres pays qui sont dans des restrictions strictes, comme la France. Certaines assouplissent ces conditions, ces restrictions, mais on est loin des conditions normales. Pourtant, le pétrole et le price, déjà, comme l'économie, on a passé en fait les niveaux avant la crise de Covid. Donc on est déjà largement au-dessus des niveaux moyens avant la crise de Covid. C'est complètement fou, c'est complètement fou. Mais pour moi, ça s'inscrit parfaitement dans ce monde stimulé par les banques centrales que je veux justement vous présenter juste après, quand on va parler de l'inflation, que pétrole, c'est tant des actifs tradés, c'est tant des actifs où il y a de la spéculation. C'est pas un actif purement spécu comme l'or ou comme Bitcoin, mais en tout cas, c'est un actif quand même très très spéculatif également, même s'il y a des fondamentaux physiques, des fondamentaux réels derrière. Donc voilà. Ensuite, l'indice fixe, comme je vous ai déjà parlé, il est passé en dessous devant, mais il est très volatile. En fait, c'est pas un indice avancé, donc moi je l'utilise pas spécialement pour faire mes pronostics économiques. Mais en tout cas, ça permet d'évaluer quel est le sentiment du marché, notamment sur les marchés d'options. Faites attention quand même que l'indice VIX, il est calculé à partir des options, et donc il reflète purement simplement la volatilité implicite qui est intégrée actuellement dans les prix des options des futurs S&P 500. Donc pourquoi je précise ça? Parce que le marché d'options il devient de plus en plus, on va dire, populaire pour les traders. Et il peut y avoir aussi, pas des manipulations, mais des inefficiences. Donc, si sur ce marché-là, il y a des inefficiences, cet indice VIX ne va pas être nécessairement représentatif. Donc, cet indice, je le montre à titre informatif, mais il n'a pas énormément de valeur pour se projeter dans le futur. Parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse, ce qui va arriver demain, parce que c'est passé hier. Donc, voilà. Bon, l'indice CAC 40, pareil, en gros, ça suit les tendances globales. D'ailleurs, je l'ai pas, vu que je ne regarde pas trop, mais je sais que vous le regardez. Donc sur une semaine, on a fait un petit peu moins que US, donc on a fait 1%. Mais bon, encore une fois, parce que la composition de l'indice CAC 40, elle est très différente aux compositions des indices américains, parce que déjà le secteur technologique, il est beaucoup moins présent. Il y a beaucoup de bancaires, il y a beaucoup des industriels, donc il y a du luxe, en fait. Bon, c'est pas évidemment des mêmes tendances du tout. Pardon, excusez-moi, je me corrige. Les tendances sont les mêmes, définitivement, mais sauf que les variations ne sont pas nécessairement tellement corrélées. Donc, ensuite, qu'est-ce que je regarde? Après, en bas de ce tableau, je regarde les indices que j'appelle les indices d'exubérance irrationnelle. C'est l'action de Tesla. Pour moi, c'est un indicateur, c'est pas une action. C'est le Bitcoin et c'est l'or. Okay. Donc là, c'est trois indices qui, pour moi, reflètent pas mal la situation, le niveau de spéculation. En fait, à quel point le marché aujourd'hui est spéculatif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ces trois actions? Donc Tesla, elle est quasiment changée. Bon, 2000% pour Tesla, ça rien du tout. D'habitude, on a... pardon, ça c'est sur une semaine. Donc elle a perdu 4%.
4% et quelques, donc bon, encore une fois, de toute façon, c'est pour Tesla, c'est pas beaucoup. Par contre, Bitcoin, il a laissé exploser, mais ça, on va parler rapidement dans la deuxième partie de cette vidéo. Et l'or, elle est presque inchangée. Mais l'or, il est quand même très proche de ces supports très importants. Parce que si on casse 1800, autour de 1800, donc ça, on peut vraiment descendre très très bas. Et vous savez que moi, j'ai plus d'avis que l'or, il a plus de chances d'atteindre 1500 que revenir sur le 2000. Donc et je vous précise à chaque fois que la déontologie de projet Mind Cash, c'est que je vous dis dans quoi j'investis, dans quoi je n'investis pas. Donc, dans l'or, je n'investis pas. Donc, toutes ces pronostics sont purement théoriques. Donc, de toute façon, vous savez parfaitement que moi, je suis un amateur. Je ne fais pas de conseil d'investissement. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais sur l'or, en plus, je ne suis pas investi. Donc, toutes mes pronostics, ça vaut ce que ça vaut. Donc, après, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que c'est purement techniquement, et il a plus de chances d'aller plus bas que plus haut. Donc, voilà, ça, c'est mon point de vue qui est purement subjectif. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce tableau de bord de l'économie. Maintenant, je vais parler rapidement de ce timeline de l'année 2021 que je dessinais à la fin de l'année 2020. Je vous ai déjà présenté beaucoup de fois, je répète très brièvement pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne Mind Cash, c'est que je m'attendais à un ralentissement des marchés, éventuellement une correction vers février. Et parce que je m'attendais, le janvier haussier, donc il était déjà haussier, on peut le constater sans aucune incohérence, on va dire. Mois de février, pour l'instant, je vois pas de correction, donc visiblement ma pronostic de la fin de l'année précédente pour l'instant ne se confirme pas, et pire que je ne vois pas aucun driver pour cette correction aujourd'hui. Et pour moi, on devait être déjà dans une bulle, une micro-bulle, on va dire, haussière. C'est probablement le cas, mais il manque clairement un événement déclencheur et aujourd'hui j'ai du mal à voir d'où il peut arriver. Mais s'il arrive, effectivement, la réaction du marché peut être démesurée et la baisse peut être plus forte que nous avons prévu. Ce qui est dommage pour moi, que vous savez que j'ai deux stratégies, la stratégie long terme, le portefeuille Mind Cash que je présente régulièrement sur la chaîne, et une stratégie spéculative que j'ai changée pour cette année 2021, qui maintenant principalement je vends des puts sur des actions qui m'intéressent potentiellement. Donc la stratégie de vente des puts aussi, j'ai expliqué beaucoup de fois. En gros, vu que je m'attendais à une correction au mois de février, je m'attendais justement à cette correction pour vendre les puts et profiter des premiums plus généreux, mais finalement ça n'arrive pas, donc du coup je suis un peu embêté parce que j'ai pas de stratégie spéculative actuellement. Et effectivement, je m'attendais au mois de mars en dégonflement de la bulle. Sur le fond, à l'époque, je pensais ça, dans le discours moins accommodant des banques centrales. Là, j'étais très naïf il y a un an. Au contraire, les banques centrales les reconfirment à plusieurs reprises que la politique accommodante sera pour je ne sais pas combien de temps. Et là, nous arrivons au sujet principal de cette vidéo, parce que maintenant, je vais partager avec vous quand est-ce que j'attends cette crise. C'est aussi simple que ça, je me sens très populiste en disant ça, mais effectivement, je suis arrivé avec un modèle qui me paraît très fiable pour estimer le moment quand nous devrons avoir la prochaine crise. Et elle n'est pas loin. Donc je ne sais pas pour vous faire peur, mais pour moi, on n'est pas loin de là. Toute cette modélisation était faite dans les circonstances actuelles, dans les conditions actuelles. Évidemment, je ne sais pas quel Black Swan peut arriver, donc peut-être un événement géopolitique, peut-être un événement sanitaire, encore une fois, j'en sais rien. En tout cas, en se basant sur des données actuelles, moi je le vois, le déroulement de la situation de manière suivante. Tout se tourne autour des plusieurs choses. Trois choses, je vois. La première chose, c'est la sortie de la crise sanitaire. Donc là, la réouverture de l'économie. Quand est-ce qu'elle va arriver? Comment elle va se passer? Est-ce que ça va s'ouvrir tout d'un coup? Ou ça va être progressif? J'en sais rien. Et quand est-ce que ça va commencer effectivement? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les programmes de QI qui seront certainement maintenus. Je pense qu'on ne va même pas en parler parce que déjà, j'en parle tout le temps. On est dans le monde de QI éternel, dans les taux négatifs, patati patata. Donc là, je ne vais pas encore préciser tout ce que je dis tout le dimanche. Et le troisième paramètre, c'est l'inflation. Je parle beaucoup moins. Vous savez que j'étais
je, je vous mettais toujours en garde contre d'ailleurs, les nombreuses chaînes qui parlent que l'inflation va, va exploser à cause des programmes de QI. Euh, en fait, c'est des conneries, pour être honnête, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que ah non, je comprends rien, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, et je voudrais vous préciser dans cette vidéo pourquoi c'est pas comme ça. L'inflation peut arriver. Je dis pas que l'inflation ne va pas arriver, mais elle va pas arriver à cause des QI. En fait, c'est pas du tout la raison principale. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le marché financier et le marché pour les simples mortels comme nous. Donc en gros, l'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est hausse des prix, c'est tout. C'est ni plus ni moins. Euh, donc, quand ils font des QI, c'est pas la Banque centrale qui imprime de l'argent, qu'on pense beaucoup. C'est en gros, je ne veux pas trop rentrer dans les détails techniques, je vais simplifier juste pour ne pas passer des heures et des heures. Donc, en gros, ce qu'elle fait, elle crée des réserves supplémentaires artificiellement sur les balances sur les comptes des banques commerciales qui ont été ouverts d'après la Banque centrale. Donc, en gros, la Banque centrale, c'est la banque des banques, comme vous savez probablement. En gros, chaque banque commerciale, il a un compte d'après la Banque centrale où elle place quelque part ses réserves. Okay, et donc, ce que fait la Banque centrale, en gros, elle donne des réserves, elle prend en revanche des actifs. En gros, et elle injecte artificiellement des réserves. Quelque part, elle fait du helicopter money sur les comptes de ces banques. Mais attention, c'est les comptes des banques commerciales. C'est pas nos comptes à nous. Les banques commerciales ne vont pas acheter des patates, elles vont pas acheter des iPhones, elles vont pas acheter des voitures ou des maisons. C'est pas comme ça. Mais par contre, c'est dans ce processus-là qu'on peut observer l'inflation et pas dans le processus purement monétaire et financier. Donc, faites attention à cela. Il y a une autre, on va dire, illusion qu'ont beaucoup, et moi d'ailleurs je l'avais aussi pendant beaucoup d'années, c'est pas la Banque centrale qui crée la monnaie. Oui, ça c'est vraiment, en fait, vous pouvez trouver sur Internet plein d'articles, plein d'informations, que ce n'est pas les banques centrales qui créent la monnaie. Ils créent les monnaies papier, là, ou les pièces, qui représentent quelques pourcents de toutes les circulations monétaires mondiales, mais la monnaie, la masse monétaire, elle se crée par les banques commerciales. Donc cela veut dire, la monnaie est créée, par exemple, quand vous allez chez votre banquier, vous demandez un prêt immobilier ou prêt consommation, n'importe quel prêt, c'est à ce moment-là que l'argent est créé, le nouveau argent est créé dans le système. Et cet argent, il peut aller dans l'économie réelle. Avec cet argent, vous pouvez acheter justement tous ces produits que je viens de citer. Okay, donc, mais par contre, si vous regardez les statistiques, que les niveaux de prêts, le niveau de la vitesse avec laquelle les banques commerciales donnent des prêts à nous, à des entreprises, à des particuliers, elle est au plus bas depuis beaucoup, beaucoup d'années. Donc ces niveaux sont très, très faibles. L'accès à crédit, même j'ai partagé cet article dans le Telegram, sur lequel je vous invite à vous inscrire, c'est les niveaux, même les crédits immobiliers aujourd'hui, sont assez restreints parce que les banques deviennent de plus en plus exigeantes sur le dossier, pas que sur les prêts immobiliers. Sur les prêts de consommation, ça sera encore pire évidemment parce que il y aura plus de chômage, il y aura plus de difficultés. Donc les gens en situation précaire seront beaucoup plus nombreux qu'avant après cette crise. Et donc du coup, les banques n'ont aucune envie de créer la nouvelle monnaie dans l'économie réelle. Donc vous voyez, donc nous vivons vraiment dans ces deux mondes-là. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre que là, le monde de la finance où il y a plein d'argent. Toutes ces QI, ça va dedans, direct. Mais il y a le monde de l'économie réelle où il y a nous qui avons notre portefeuille, notre compte, un compte à vue avec lequel on peut acheter quelque chose. Et là, ici, c'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme sur l'économie réelle et la bourse. Donc et du coup, l'inflation, elle se crée dans notre monde, dans notre petit monde réel. Et ici, il n'y a pas d'argent, en fait, en vérité. Il y a de l'argent aux États-Unis, d'ailleurs. C'est pour ça que aux États-Unis, il y a plus d'inflation. Parce que les États-Unis, ils font quoi? Les États-Unis, ils font des stimulus. Les stimulus, c'est pas des QI, parce que le stimulus, ça va dans l'économie réelle. Et ça, c'est les Américains, encore une fois, ils sont meilleurs que nous pour gérer cette crise-là. Donc, il n'y a pas eu vraiment de stimulus chez nous, en Europe, à moins que je me trompe. Corrigez-moi si je me trompe, mais moi, je ne connais aucun. Je ne connais aucun projet au niveau de l'Union européenne de telle ampleur que les États-Unis ont lancé. Donc, je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Donc ensuite, les Américains, ils ont donné des chèques, ils ont donné de l'argent réel. C'était Trump qui a fait encore et Biden qui va le faire encore une fois.
Donc c'est quand même du lourd. En fait, c'est pas, vous pouvez pas ignorer ce phénomène. Et du coup, ça crée de l'inflation. Donc regardez maintenant les statistiques que je vous ai préparées aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il y a de l'inflation il y a eu de l'inflation pendant toute l'année 2020 aux États-Unis, sauf les pires mois de la crise de Covid, donc quand tout était enfermé à la maison. Donc, et elle est bien plus haute, elle est bien plus élevée que chez nous en Europe. Donc et ça, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, je vais vous montrer aussi un autre graphique que l'inflation projetée pour l'année 2021, elle est à 2,24. Mais j'ai vu un petit peu pas tout et n'importe quoi dans les différentes sources, et ça va jusqu'à 3,5% pour les États-Unis cette année. Donc vous voyez, donc la différence, elle est quand même énorme. Donc aux États-Unis, il y a toutes les conditions pour justifier l'augmentation de cette inflation. Je ne sais pas, ça sera une inflation galopante ou non, mais dans tous les cas, là-bas, il y a des chances. Donc du coup, on commence à vivre dans les deux mondes. Les États-Unis qui stimulent la consommation, l'Europe qui ne le fait pas. Donc l'Europe, elle est dans la déflation totale. Et donc là, je ne vois pas comment, même en 2021, pourquoi l'inflation devrait augmenter en Europe. Et, et les États-Unis qui sont complètement dans un autre monde où ils peuvent effectivement avoir cette inflation. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je reviens sur mon tableau de bord que je vous ai déjà présenté, c'est que le taux US, actuellement, il est bien plus élevé. Le 10 ans US, il est à 1,2, tandis que nos taux des pays européens, qui sont clairement pas plus sûrs que les États-Unis, les taux sont négatifs. Parce que justement, on a zéro inflation et les personnes ne l'anticipent. Donc vous voyez, donc c'est quand même impressionnant. On vit dans un monde super intéressant parce qu'avant, tout le monde développé, tout le monde occidental, il était un petit peu sur le même trend. Donc évidemment, il y avait toujours les taux qui étaient un petit peu plus élevés aux États-Unis, mais bon, en tout cas, on suivait la même logique économique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà, pourquoi je vous explique tout ça, c'est que il faut bien comprendre que les stimulus que fait le Biden aujourd'hui, ça crée de l'inflation, et les QI, ça ne crée pas de l'inflation directement. Ça peut éventuellement créer de l'inflation si les banques, en profitant de ces réserves excessives qu'ils ont aujourd'hui grâce à l'action de la Banque centrale, commencent à prêter à tout n'importe qui, comme c'était en 2007-2008. Voyez la différence. C'est pour ça que les QI, même s'ils double, triple, quadruple les QI, ça va augmenter le Bitcoin et l'or, le pétrole, peut-être probablement, mais pas nécessairement, ça va générer de l'inflation. Donc, par contre, les QI, vu que cet argent, quand même, est présent dans le système financier, parce que les banques, interviennent régulièrement dans le système financier, ça fait gonfler des bulles sur tout un tas d'actifs. Et donc, c'est pour ça que j'explique, c'est ma principale explication de la bulle du Bitcoin. J'ai déjà dit beaucoup de fois que, le Bitcoin, ça va être un sujet à part, donc je vais vous en parler juste après. Euh, le pétrole, évidemment, les prix de pétrole aujourd'hui, même avec les quotas d'OPEP qui ont été finalement acceptés par tous les membres, euh, ça ne justifie pas, aujourd'hui, la situation économique ne justifie pas d'avoir les prix de pétrole comme ça. Mais c'est parce qu'il y a des spéculations, il y a des fonds qui sont spécialisés dedans, et avec l'argent facile comme ça qui est en provenance des banques centrales. Je vous rappelle que depuis la crise 2008-2009, les banques, les hedge funds, ils peuvent bénéficier aussi des financements privilégiés des banques, bon, pas directement de banques centrales, mais on va dire ils sont à peu près considérés de ce point de vue de financement comme des banques. Et donc, du coup, ils peuvent profiter des taux très bas pour leverager leur position. Et donc, du coup, maintenant, les hedge funds, ils peuvent gonfler n'importe quel actif jusqu'à des niveaux stratosphériques. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on vit chaque jour, on a des événements comme GameStop, après c'était Bitcoin, après bon, Tesla aussi, donc les actions de CBD Cannabis, donc là c'était tout récemment. Donc vous pouvez voir qu'il y a les actions qui sautent dans tous les sens, tous les différents actifs, le silver d'ailleurs aussi. Donc aujourd'hui, avec telle masse monétaire qui a été créée par les banques centrales mais qui ne va pas dans l'économie réelle, il faut trouver un rendement, il faut trouver l'emploi pour cette masse monétaire. Qui est bloqué en fait dans ce système financier. Et évidemment, vu qu'il gonfle, en fait, tous les actifs reçoivent leur petite part du marché et ça fait, selon le marché, typiquement le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est un petit marché. C'est rien du tout par rapport au marché d'actions, le marché de dette, je parle même pas de Forex. Donc c'est tout petit. Donc il suffit d'avoir un tout petit montant de ce monde gonflé de l'argent facile pour que ça explose. Parce que la profondeur de ce marché, elle est ridicule. Donc, effectivement, je pense que là, on passe graduellement vers Bitcoin, que
que le Bitcoin, il peut encore monter, 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 même si je trouve toujours que c'est du gambling et que c'est un jeu. Donc voilà. Donc juste pour finir cette idée-là, donc du coup, on a plusieurs mondes. Donc on a un monde économie réelle qui vit sa vie, et un monde financier qui vit complètement autre vie, et on attend ce qui va se passer après la sortie de la crise du Covid. Et voilà, maintenant, on arrive à ma conclusion. Donc moi, je pense que une fois, il faudra observer absolument la suite des événements pour la sortie de Covid. Une fois qu'on a une date plus ou moins de réouverture des grandes économies, ça peut créer effectivement un phénomène de l'inflation. Ça sera un phénomène pour moi temporaire, mais on va voir, parce qu'il y aura pas toutes les personnes dans le monde étaient tellement impactées par ces restrictions. Mais il y aura beaucoup de personnes qui vont consommer, voire consommer excessivement parce qu'on voudra voyager. Moi, personnellement, ça sera mon cas. J'ai trop envie de revenir dans ma chère Provence, manger la bouillabaisse, faire tout ça. Donc là, je vais le faire. Peut-être, mais je ne serai pas le seul à le faire. Donc, je vais aussi voyager. Je vais aussi aller visiter mes parents à Saint-Pétersbourg. Je vais aussi aller visiter certains pays que je voulais visiter, mais je n'ai pas pu pendant cette crise. Donc, beaucoup de personnes vont faire ça. Du coup, ça va augmenter énormément la consommation. On va vivre en spike de l'inflation. Pendant ce spike de l'inflation, vous pouvez imaginer que les QI vont toujours être là. Donc, les interventions vont toujours être là. Donc, ça veut dire que les taux vont être artificiellement très bas. Cela veut dire qu'on va rentrer dans une incohérence macroéconomique qu'on n'a jamais vécue. C'est-à-dire que les taux vont rester bas, l'inflation sera élevée, et donc la question que je pose, qui va s'intéresser à acheter la dette, par exemple la dette américaine, sans parler de la dette allemande ou française ou italienne, n'importe laquelle. Seule organisation qui peut les acheter, et c'est déjà le cas par exemple pour la dette italienne, c'est la Banque centrale. Qui va acheter aujourd'hui les taux italiens qui sont à 0,5% et le pays presque en faillite et en permanente crise politique. Permanente crise politique. Donc je pense que c'est que la Banque centrale qui peut acheter une connerie comme ça. Donc ça sera probablement pour les États-Unis, pas parce que c'est en permanente crise politique, mais parce que les taux qui sera tellement ridicule, surtout le taux réel donc de l'inflation, donc le taux qui tient compte qui tient compte de l'inflation. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs que le taux réel aux États-Unis aujourd'hui, donc c'est assez drôle de le voir. Et donc vous pouvez très bien voir qu'on est à presque moins 2% aujourd'hui. C'est le taux réel, parce que l'inflation est plus importante. Du coup, même si le taux 10 ans américain est le plus important, peu importe, si on tient compte de l'inflation, on est très 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 bas. Et donc on est même plus bas que l'Allemagne. Et du coup, la logique revient en fait quand on regarde ces deux graphiques-là comme ça. Donc en gros, le taux allemand, le taux réel allemand et le taux réel américain sont finalement très proches. Donc vous voyez, donc même si on regarde les valeurs absolutes qui sont très différentes, mais le taux réel, il est quand même très proche. Et donc, pourquoi je pense que ça va être un problème? Ça va être un problème parce que, justement, il n'y aura pas de demande pour la dette. Donc, du coup, les taux peuvent commencer naturellement à augmenter, mais donc, du coup, la Banque centrale devra acheter encore. OK? Mais c'est pas que ça. N'oubliez pas que les marchés, ils vivent des attentes. Donc, les attentes, c'est le plus important pour les marchés financiers, et les attentes vont commencer à un moment donné à presser la fin des programmes de QE. Et ça va frapper très très fort les marchés. Donc, c'est-à-dire que les banques centrales, pour moi, ils ne pourront plus avoir un discours accommodant quand l'inflation elle sera par exemple à 4 ou à 5%. Je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais j'ai vu une certaine pronostic pour déjà l'année 2021, sachant qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on s'ouvre encore. Peut-être on va s'ouvrir en septembre. Donc, ok, donc ça sera juste le dernier trimestre qui va être vraiment économiquement actif. Donc, et même pour 2021, il y a des pronostics proches à 4% pour les États-Unis. Donc vous voyez, donc, en Europe, c'est un exemple encore meilleur parce que vu que l'inflation est quasi à zéro, voire négative, donc, mais l'ouverture des frontières va créer de l'inflation. Donc du coup, l'inflation va, en tout cas dans le momentum, il y aura un spike jusqu'à facilement 2%. Donc vous imaginez le spread entre le taux allemand et l'inflation, donc elle va être énorme. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on sera dans un déséquilibre économique majeur. Et donc, dans ces conditions, justifier la suite des programmes de quantitative easing, c'est vraiment
quelque part tuer l'investisseur potentiel dans cette dette. Je ne sais pas qui va acheter là. Aucun investisseur externe ne voudra acheter dans ce genre de circonstances, acheter cette dette, à moins d'être obligé. Parce que je sais qu'il y a certaines banques commerciales qui sont obligées d'investir dans la dette des pays. Mais par exemple, les investisseurs étrangers, typiquement la Chine, et les autres grands pays, bah, notamment d'ailleurs la Russie aussi, mais ils ne vont pas vouloir placer leurs réserves dans ce genre d'actifs. Donc, et ça va créer probablement un déséquilibre économique et les marchés vont surtout avoir peur de la fin de la politique de quantitative easing. Jerome Powell ne pourra pas, dans les circonstances comme ça, quand l'inflation est à 5% et les taux à 10 ans à zéro, de sortir et commencer à parler qu'on va encore augmenter le programme du QI. Donc, on va dire au mieux, ça sera le même niveau du QI, mais vous savez parfaitement que les marchés sont drogués sur les injections monétaires, donc ils veulent plus. Ce qui les intéresse, c'est l'augmentation de ces programmes. Et justifier l'augmentation de programmes quand tu as l'inflation qui est déjà importante, ça va être compliqué. Et pour moi, ça va vraiment créer une chute mais colossale sur le marché financier. On va repricer quasiment tout le risque, on va commencer à revenir dans la normale. Donc, et toutes ces bulles Tesla, Bitcoin, je sais pas quoi, même les marchés financiers, même high-tech peut-être pas d'ailleurs, je sais pas, parce que l'high-tech c'est le seul qui crée vraiment des flux financiers solides. Et en fait, on peut se projeter avec. Mais en tout cas, après, je ne sais pas sur quel exactement secteur ça va aller. Et donc, au niveau de timing, c'est difficile à dire, mais quand même, on peut faire certains pronostics. Donc, du coup, moi, je reviens sur le timeline. Et c'est pour ça, je pense qu'il faudra probablement que je revoie un petit peu mes prévisions. Donc j'attendais le dégonflement de cette bulle vers le mois de mars, mais probablement ça va être un petit peu plus tard. Donc probablement au mois de mars, on va vivre une correction, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'inflation va se déclencher quand les économies vont se rouvrir. Je ne sais pas cette date, mais je peux imaginer que ça sera quelque part mi-l'été prochain, donc mi-en juillet, mois d'août. Et probablement, c'est à ce moment-là, on va vivre l'inflation spontanément augmenté, donc ça je pense que c'est un phénomène quasi certain. Et à ce moment-là, le système financier peut se retrouver en danger. Bon, j'espère que j'étais assez clair parce que là j'ai essayé de présenter de manière simple les sujets qui sont quand même assez complexes. Voilà. Et donc, pour vous dire que moi j'attends la crise. Peut-être pas en 2021, mais vers la fin plutôt de 2021. Je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que je ne sais pas avec comment ça sera communiqué. Vous voyez. Donc, si la communication va être faite dans le sens qu'on va se rouvrir, ils vont communiquer largement en avance, dans ce cas-là, peut-être le marché peut pricer ce scénario largement en avance aussi. Donc, du coup, on peut commencer à tomber sur les marchés beaucoup plus tôt. Mais je ne pense pas que ça va arriver quand même le printemps, pendant le printemps. Donc, parce que le printemps, on est fermé, c'est clair. Le temps que les jours... c'est la météo, en fait, on est dépendant de la météo, finalement. Donc, les jours chauds qui arrivent, donc c'est à ce moment-là on va commencer à s'inquiéter. Voilà, donc là, maintenant, je vais passer sur les autres sujets pour cette vidéo. Bah, mettez-moi un like, juste, si ça vous plaît, tous ces discours, les pronostics des crises. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est pas pour moi, c'est pour YouTube, encore une fois, c'est très important. Donc, le Bitcoin. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à ce sujet en ce moment, comme toujours quand il y a un actif qui monte, on va dire. Il y a eu beaucoup de belles nouvelles. Déjà, je vais juste un petit peu reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que Bitcoin, c'est un marché, j'ai déjà largement parlé dans mes vidéos précédentes. Je veux pas me vanter d'être raison sur le Bitcoin, parce que je disais dans beaucoup de vidéos depuis, je crois, 1 an et demi, je le répète, c'est que Bitcoin peut bénéficier de ces argents faciles en provenance de système financier. Parce que le système financier devrait placer cet argent et ce marché il est petit, il n'y a pas de profondeur de marché, du coup ça peut tout simplement, dû on va dire, au faible volume de ce marché, il suffit pas beaucoup d'argent pour faire exploser les prix de Bitcoin. Et c'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui. C'est pas parce que machin ça va devenir un nouveau or, une nouvelle monnaie. C'est tout simplement parce que l'argent, finalement, les fonds qui sont commencés à s'y placer. Donc bon, on va c'est pas un fond, mais Monsieur Musk qui commence à placer son argent dedans. Et il y a eu 2 grandes nouvelles quand même pour le Bitcoin cette semaine, c'est que Bank of New York Mellon, ils ont commencé à considérer les monnaies numériques comme Bitcoin comme tout un autre actif. Donc ça veut dire que c'est une forme de reconnaissance de Bitcoin qui se fait encore au niveau d'une seule banque, c'est la banque la plus vieille des États-Unis, mais en tout cas
c'est quand même un pas en avant vers la reconnaissance de Bitcoin comme un vrai actif financier. Ensuite, il y avait une deuxième nouvelle, c'est que ce Mastercard, en fait, un petit peu à l'image des banques de nouvelle génération, type Enventis, Revolut, etc., c'est qui ont commencé on va dire, à donner à soutenir les crypto-actifs dans leur système de paiement. Pour moi, c'est moins important, honnêtement, parce que la Bank of New York Mellon, parce que là j'étais assez étonné, parce que c'est au cœur du système financier actuel. Je ne pense pas que la Fed ou la SEC, ils veulent que les actifs crypto se développent. J'étais assez surpris, honnêtement, pour te voir. Et ça me permet aussi, en même temps, de me remettre en cause, parce que moi, je dis toujours que c'est un actif de gambling. Je suis toujours de cet avis. Même si je suis présent, je vous dis que j'ai du Bitcoin, j'ai plein de crypto. Mais en tout cas, le fait que Mastercard a permis de faire un certain service par rapport déjà, ils sont pas premiers, mais pour moi, c'est pas une révolution. Donc ça, c'est plutôt même logique, je dirais, donc parce que Mastercard, c'est pas une organisation financière, c'est une seule entreprise qui fait les paiements, donc c'est normal qu'il ouvre la porte pour Bitcoin. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, je répète encore une fois, à mon avis, en étant investi, encore une fois, la déontologie m'indique, je disais pour l'heure que je ne suis pas investi dans Bitcoin, je suis investi, même si c'est spéculatif. J'y ai investi parce que pour cette exactement raison, et j'investissais depuis 2 ans déjà, tous les mois, une petite somme, genre de 50 à 100 euros. Effectivement, je bénéficie aujourd'hui des plus-values importantes sur ce portefeuille, justement parce que je m'attendais qu'à un moment donné, avec toutes ces injections monétaires qui, pour moi, ne s'arrêtera jamais, ne s'arrêteront pas dans l'avenir proche, si une petite part de cet argent va sur le marché des cryptos, ça peut littéralement exploser. Et c'est pas forcément sûr que les banques centrales ou la SEC vont se prendre immédiatement de ces actifs-là, parce que ça reste quand même pour eux, ça reste quand même petit. Si ça va devenir gros, probablement, ils vont arriver avec des régulations. Mais quand ça va devenir gros, ça va assez difficile à dégonfler la bulle parce qu'ils vont pas faire juste avec une épingle et tout exploser parce qu'il y aura des fonds, il y aura des particuliers qui vont râler. Donc même s'ils ont prévenu à plusieurs reprises que c'est un actif spéculatif, ils ne veulent pas non plus mettre à plat certains fonds qui sont spécialisés dedans. Ça peut créer un micro-phénomène vous savez, de House of Cards, donc, que tout va comment dire, en boule de neige, peut-être on peut l'appeler ça comme ça, qu'un fonds qui fait faillite, et il y a un autre petit fonds qui était dépendant qui fait faillite aussi, après les plus gros fonds qui commencent à faire faillite, et du coup ça crée un risque dans un système financier. Je ne pense pas qu'ils veulent ça, et donc je ne pense pas qu'il y aura un dégonflement brutal de ce système-là. Pourtant, j'ai du mal aussi à croire qu'ils vont, comment dire, voir ces devises comme des vraies monnaies. Voilà. Après, maintenant, je pense que pour beaucoup, je ne suis pas clair sur ce sujet-là, parce que d'un côté, je suis critique, je dis que c'est du gambling, c'est du spéculation. Je vous confirme que je dis ça, effectivement. Et au même temps, je suis investi, j'ai plutôt tendance, semble d'être positif sur ces actifs-là. Oui, c'est vrai aussi. Pour ce phénomène-là, je pense que si vous voulez être présent dans cet actif, c'est mieux que d'aller gratter un ticket au loto. C'est mieux parce que vous avez plus de chances de mettre les probabilités de votre côté. Mais il ne faut pas confondre ça avec un investissement pour le moment. C'est juste la nouvelle de Bank of New York Mellon qui m'a un petit peu fait changer d'avis, peut-être en partie. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas un actif financier en réalité. Donc, même s'il y a un futur sur CME, aujourd'hui, il y a un futur, demain, il n'y a pas. Si la SEC décide que non, c'est pas un actif financier, CME va juste arrêter ce futur. Et c'est pas si important que ça qu'ils ont. C'est pas encore reconnu globalement, donc ce n'est pas un actif financier aujourd'hui. Donc vous faites du gambling sur un truc qui a énormément de potentiel. Moi, je pense qu'il a énormément de potentiel. Je vois pas pourquoi elle va pas en cassant les 50 000, que pour moi c'est juste une question de quelques jours, il ne pourrait pas aller jusqu'à 60 et quelques, après voir 100 000, pourquoi pas. Vous savez que sur les marchés, il y a déjà des options sur ce même CME sur le Bitcoin, ils ont des strikes à 100 000 déjà, ça fait un moment qu'ils ont créé ça. Et donc, une fois que ça commence, après, ça peut aller très très loin. Une autre une autre crypto que je voulais aussi mentionner, c'est Ripple, parce que Ripple sont quand même
quand même, on est loin, très très loin de nos plus hauts historiques. Donc je rappelle que les plus hauts historiques, il était à 3,32 et je ne vois pas pourquoi le Ripple il est tellement en retard par rapport aux autres devises. Donc du coup, je peux très bien imaginer que si le hype des cryptos continue, pour moi c'est pas du tout exclu, donc on peut facilement faire ça. Donc ça peut vraiment faire un saut énorme sur cette crypto qui est largement en retard par rapport aux autres. Elle est en retard, bon après certains vont me dire qu'elle est en retard parce qu'il y avait cette histoire de la SEC, il y a Tammy Cabage aussi qui a enregistré une vidéo, il a déjà enterré le Ripple, mais pourtant il a repris vachement depuis cette histoire-là. Et d'ailleurs, c'est une des rares cryptos qui a des fondamentaux, réellement. Donc, parce que là, c'est une crypto qui était faite pour les opérations bancaires, qui avait comme objectif de remplacer le SWIFT et des paiements, des virements interbancaires. Donc, ça fait parfaitement du sens et ça s'inscrit parfaitement dans la logique des crypto-monnaies. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est tellement mal aimée et je me demande si est-ce que ce ne va pas la prochaine requête qui va. J'ai pas mal du XRP, en fait, ça c'est vraiment le cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, si ma logique est bonne, déjà jusqu'à aujourd'hui elle était bonne, je vous disais toujours que Bitcoin il fallait l'acheter, malgré que c'est très spéculatif, et, tout en respectant évidemment le position sizing, parce que ça pourrait être tout autre chose. Donc là, j'ai une toute petite part de mon capital qui est dans les cryptos. Mais par contre, et si ma logique est bonne, dans ce cas-là, Ripple devrait s'envoler, parce que Ripple devrait avoir sa part du gâteau dans cette mer de liquidité qui arrive actuellement sur le marché des crypto-devises. Donc, regardez ça, en fait, de votre côté, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et aussi, évidemment, dans la chaîne Telegram, on peut en discuter parce que moi, je comprends pas pourquoi cette crypto XRP qui est utilisée d'ailleurs, qui a des fondamentaux, même qui sont, je sais pas comment les valoriser, ces fondamentaux, mais en tout cas, il les a, contrairement à beaucoup d'autres. Pourtant, il est tellement mal aimé. Donc, peut-être le marché se trompe dessus. Donc, faut quand même voir. Voilà, je pense que bon, on va regarder très rapidement à la fin de la vidéo. Encore une fois, si c'est long, skippez le sujet qui vous intéresse pas. En fait, certains me disent que tes vidéos sont très longues, mais je respecte votre temps et je mets mon temps personnel pour vous préparer les tables de matière dans la description. Vous avez les timecodes, vous pouvez skipper. Donc, j'espère que cet argument que les vidéos sont trop longues, ça sera plus d'actualité. Voilà, je vais vous montrer aussi un petit peu le S&P. Donc là sur S&P, je vais encore frimer encore une fois un petit peu. Donc vous me permettez un petit peu, je le fais pas souvent. Donc c'est ça, cette ligne-là que j'ai dessinée quand les marchés étaient là. Donc ça, c'était mon estimation, vous voyez. Donc j'étais parfaitement raison sur le tendance. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, nous sommes encore à nouveau, nous sommes en train de toucher cette ligne-là. Et j'ai du mal qu'on va la casser. J'ai du mal à imaginer parce que là, sur les RSI, on est très haut. Donc, probablement, c'est une opportunité de short. Encore une fois, la déontologie mind de cash, je ne vais pas tenter cette position short. Je ne crois pas à la baisse du marché, ou je ne crois plus à la baisse du marché. Donc, si vous aimez les émotions extrêmes, donc vous pouvez essayer de le faire, mais moi, je ne le fais pas. Donc, mais si on casse cette ligne-là, donc là c'est encore en estimation bullish, on peut vraiment, je sais pas, aller jusqu'à où. Mais en tout cas, pour moi, on va encore la retester à plusieurs reprises. Donc, est-ce qu'il y a eu des configurations? Voilà, donc là, je pense que ce sera très probablement dans une configuration qui va ressembler à ça. Donc, on va essayer de la tester. Peut-être qu'il y aura une raison, on va baisser. Mais bon, encore une fois, je vois pas. Aujourd'hui, mon problème, dites-moi dans les commentaires, sauf, bon, j'essaie d'éviter quand même un petit peu la théorie de complot. C'est un truc que vraiment j'apprécie pas énormément. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voyez à l'horizon un événement qui peut changer cette tendance. Sauf ce que j'ai dit par rapport à l'inflation, etc. Parce que ça, c'est une histoire d'ici quelques mois. Mais, euh, mais là, je vois rien. Je vois vraiment ce qui me choque, parce qu'en général, c'est dans ces moments-là qu'il y a des choses terribles qui se passent. C'est quand on ne voit pas de risques. Moi, aujourd'hui, je ne vois vraiment pas de risque. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui pour que les marchés commencent à baisser. Donc j'ai l'impression que on a fait tout le meilleur pour les marchés financiers qu'on pouvait à tous les niveaux. Donc il devrait y avoir, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui doit se passer pour que ça baisse enfin. Voilà.
Donc, c'est pour ça que je garde encore mon portefeuille quand même assez chargé, même si même si ça représente pas beaucoup dans ma répartition globale, mon portefeuille bourse. Je voudrais l'avoir beaucoup plus gros. Mais aujourd'hui, je risque pas d'augmenter on va dire, la part de la bourse dans mon portefeuille parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas ces marchés comme je les vois comme une anomalie, en fait, si vous voulez. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'étais long, mais encore une fois, ne me critiquez pas pour ça parce que dans le timecode, il y a tout, il y a dans ce sujet vous intéresse pas, vous skippez, pam, point barre. Voilà, bon, je vous souhaite tout le meilleur. Pour la semaine prochaine, je vais essayer d'enregistrer une deuxième vidéo pour le cash des autres. Donc ça, là où j'analyse vos portefeuilles, des personnes qui m'ont envoyé leur dossier. Pour l'information, je n'accepte plus les dossiers parce qu'en fait, j'en ai déjà reçu beaucoup et il faut que je fasse beaucoup de vidéos pour les traiter. Donc, je vais voir à quel point cette rubrique va être intéressante déjà. Et la semaine prochaine, je vais essayer de publier encore une vidéo de cette catégorie. Et la semaine prochaine, ça sera certainement le samedi, on va parler du PEA, de mon portefeuille PEA. Et café du dimanche, traditionnel comme d'habitude, sur Mind de Cash. Allez, à très bientôt, Mind de Cash, bye bye.